Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 36. Et nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir une grande personnalité qui compte à Strasbourg, Michel Deneken, président de l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg. Cher Michel, bonjour, bienvenue. Merci. Merci de consacrer un temps si précieux en raison d'un agenda si diaboliquement intense, dirais-je, un peu avec une malice amicale. Michel, dans le privé, nous avons l'habitude de nous tutoyer, donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, on pourra faire. Merci beaucoup. Alors, je veux évidemment profiter de l'occasion pour dire que Michel Deneken est à la tête d'une université qui est quand même plus que très prestigieuse. Si on prend en considération le nombre de prix Nobel, si on prend en considération toutes les qualifications d'excellence qui sont celles de l'UNISTRA. Alors, je voudrais, cher Michel, en tant que président de l'UNISTRA, que tu nous dises qu'est-ce que c'est que l'UNISTRA? Combien d'étudiants? Une dimension employeur, une recherche, des enseignements, assez brièvement, mais pour commencer, c'est ma première question. L'UNISTRA, c'est la fusion des trois universités strasbourgeoises des années 70. Je tourne juste le bouton du son pour que s'entendent bien. C'est l'héritage à la fois de l'école latine protestante, des jésuites. Bref, c'est un mélange franco-allemand, interreligieux et, je dirais, qui doit son excellence à toutes ces périodes qui chacune a ajouté une couche de culture. Et aujourd'hui, le résultat, c'est une université de 60 000 étudiants. Nous ne sommes pas la plus grande de France, on ne cherche pas à l'être. En revanche, on est probablement celle qui offre le plus grand nombre de disciplines, puisque nous avons un certain nombre de disciplines rares, que ce soit de l'égyptologie, de la théologie, des choses comme ça, de l'astronomie, qui est assez rare en France. Mais ce qu'il faut relever surtout, c'est que c'est une université publique, c'est-à-dire qu'elle a à la fois la mission de par l'État, qui est notre employeur et employant, de former tous les jeunes qui ont un bac, donc qui ont le droit de venir à l'université, même si nous avons des filières sélectives. Et de l'autre côté, c'est aussi notre mission pour la société d'avoir la recherche la plus pointue. Donc, d'où un grand écart difficile à juguler pour un président d'université. Mais le grand écart est une des figures de l'art chorégraphique. C'est vrai. Le problème, c'est de le pratiquer avec maîtrise. Quotidien. Voilà, et sans déchirure musculaire. Voilà. Il y a deux mots que je voudrais juste relever, importants dans ce que tu as dit. Tu as parlé de faculté de théologie. Moi, tout en étant violemment laïque, issu devenu libre penseur, et issu de l'horizon musulman, disons, je voulais juste avoir ton sentiment sur ce que je trouve nécessaire, moi, une faculté de théologie musulmane pour justement éviter les dérives islamistes. Alors, Strasbourg est en pointe sur ces questions-là, puisque nous avons déjà des formations, notamment en droit, sur un certain nombre de sujets qui touchent à l'histoire des mondes musulmans, nous mettons le pluriel, et nous sommes en négociation, alors ça c'est un scoop, avec notre ministère qui souhaite implanter en France 3 centres d'islamologie. Ce n'est pas de la théologie au sens où on formera des croyants, c'est une université publique, c'est-à-dire que, bien qui veut, mais notre but ce sera d'avoir des études d'islamologie historique et critique, c'est-à-dire une approche du Coran, une approche de l'histoire, comme on l'a imposé aux catholiques et aux protestants pour la Bible. C'est-à-dire ce qu'on appelle une démarche académique, historico-critique. Et c'est une des manières dont l'université peut lutter, alors si c'est négatif, peut lutter contre les dérives sectaires et islamistes et tout ce qu'on veut, mais positivement, c'est aussi de donner à des universités françaises aujourd'hui la possibilité d'appréhender un monde nouveau quand on a presque 10% d'une population comme la France qui vient de pays essentiellement musulmans. On ne peut plus ignorer cette réalité, elle fait partie de notre histoire. Ça a commencé avec Lyotet et ça continue aujourd'hui, maintenant peut-être un peu plus difficile. Donc c'est notre devoir aussi donc, que dans quelques semaines, nous allons
terminer les négociations, ça aboutira à des postes de professeurs de droit, d'histoire, de littérature coranique. Et en même temps, il se peut que le ministère de l'Intérieur nous confie la charge de former les cadres des mosquées, même s'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Dans un certain nombre de cas, les aumôneries notamment, l'État a son mot à dire. Par exemple, c'est l'État qui nomme l'évêque aux armées, ou le rabbin aumônier, c'est l'État qui nomme, puisqu'il s'agit de préserver les institutions. Encore une fois, pour nous, c'est une démarche positive, même si, en arrière-plan, il y a le souhait de lutter contre les dérives. Merci pour cet éclaircissement, parce que tu sais que par le passé, il y avait eu, malgré les positions de regretté très vénérable M. Trocmé, Oui. des positions un peu ayatollahesques qui étaient contre une théologie musulmane. Je peux te dire qu'à l'époque, j'étais jeune maître de conférence, nous étions, je crois, une demi-douzaine de professeurs d'université à soutenir Trocmé. Les autres se sont courageusement enfuis derrière des prétendues positions laïques. On voit bien qu'on a pris beaucoup de retard à cause de ça, mais bon, voilà, jamais trop tard pour bien faire. Tout à fait, on le voit bien avec l'actualité politique qu'une certaine interprétation et utilisation de la laïcité n'est que le cache-sexe, si tu permets cette expression, d'une certaine forme de préjugés contre l'islam, où on a des préjugés et donc des distances indispensables vis-à-vis de toutes les religions. Comme disait un théologien, la religion, ce n'est pas le récit d'un événement vrai. C'est un théologien juif, d'ailleurs, qui a écrit ça. Je trouve que c'est une formidable formule. La religion, c'est le vrai récit d'un événement. C'est-à-dire qu'il y a un mystère et tout réside dans la façon de raconter et de proposer un éclaircissement. La Bible est fondamentalement narratologique. La Bible raconte des histoires. Elle ne fait pas de dogme. Il n'y a pas de dogme dans la Bible. Voilà. Alors, l'autre mot que tu as utilisé qui est très important, c'est le mot d'excellence. Là aussi, je donne tout de suite mon point de vue. Je pense que l'excellence est un objectif absolument indispensable, mais qu'en même temps, l'excellence doit se distinguer de l'élitisme qui, lui, au fond, représente une utilisation. Excuse-moi, les sinus qui coulent, et ça fait toucher. Une utilisation de l'éducation pour faire des clivages sociaux et donc des inégalités. Alors, l'excellence. Alors, l'excellence est un mot qui est parfois galvaudé, mais qui est très souvent mal interprété ou rejeté par un certain nombre de traditions dans nos universités. Clairement, l'excellence serait contre l'égalité, l'égalité des chances, serait contre tout simplement les droits de l'homme, chacun est égal, chacune et chacun est égal. Je crois que c'est une erreur parce que l'excellence est une valeur qui a été inventée par les hussards noirs, par la République, qui voulait que les garçons et puis ensuite les filles d'ailleurs aussi accèdent au meilleur niveau. Je me rappelle toujours la fameuse lettre que Camus a faite, le premier réflexe que Camus a eu quand il a eu le prix Nobel, c'est d'écrire à son instituteur. Pour moi, c'est ça l'excellence. Donc il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre. Mais je donne souvent cette métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour fabriquer la Twingo, Renault a aussi besoin d'être en Formule 1. Il ne va pas vendre des Formule 1, elles ne vont pas faire tourner la baraque. C'est les Twingo qui font tourner la baraque. Mais moi, j'ai besoin de Formule 1 pour que tout le monde soit tiré vers le haut. Et je pense que c'est respecter un jeune aujourd'hui que d'essayer de le conduire au plus haut de ce qu'il est, alors de ses potentialités. C'est ça le grand enjeu. Nous devons mieux travailler avec les lycées, avec les collèges, pour que très tôt, on discerne les talents ou les difficultés d'un étudiant, d'une étudiante qui viendra chez nous. Il y aura toujours, pour nous, aussi en France, il y a un autre mot tabou qui est le mot de sélection. Je donne juste un exemple sur 35 facultés et instituts que nous avons, et écoles, 14 pratiquent la sélection. Ça ne choque personne, les familles, les jeunes en veulent. Nous avons des filières extrêmement pointues. On est ici au cinéma, on a des filières de design, on a des filières de cinéma, où nous n'avons que, parce que c'est très pratique comme enseignement, nous n'avons que 40 places. À un moment donné, les 40 places, ça se négocie sur des dossiers, sur des entretiens. C'est de la sélection, qu'on le veuille ou non. Donc, je veux dire, là aussi, les IUT recrutent sur dossier, Sciences Po sur concours, médecine sur concours. Donc, il y a en France, on croit être contre la sélection, alors que 75% des jeunes et des familles choisissent
en premier vœu des filières sélectives. Donc il y a une contradiction. Pour moi aussi, la sélection n'est pas un tabou. Il ne s'agit pas d'avoir l'abattoir de jeunes qui sont dans le rouleau compresseur parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Le problème, c'est de discerner pour chacun ce qui lui revient. L'égalité, c'est donner à chacun ses chances et pas que tout le monde devienne peintre en bâtiment ou informaticien. Ça, c'est pas l'égalité. Et de faire en sorte qu'au fond, chacun puisse donner le meilleur, Oui. faire émerger le meilleur de lui-même. Et la sélection, peut-être qu'il faut trouver un autre mot, parce qu'il a été galvaudé, c'est vrai, ce mot-là. Il a été utilisé comme un facteur de discrimination au lieu d'être un ascenseur. Mais c'est au fond l'orientation, c'est-à-dire faire en sorte que chacun soit orienté à l'optimum de ses capacités. Et qu'il trouve chaussure à son pied, voilà. qu'il trouve vraiment la formation qu'il lui faut. Et là, il y a un autre problème en France, c'est la question des territoires. Il est clair qu'il y a une inégalité, si je peux prendre le mot, si on est dans le Grand Est, on a 5 universités, dont 2 de pointe, on a plus de chances d'avoir des formations, disons, de qualité, ou trouver tout simplement chaussure à son pied, que si on est très loin d'une université. Et pareil, beaucoup de gens considèrent qu'il est scandaleux de faire 300 km pour trouver une formation. Oui, c'est sûr que quand on habite Strasbourg et qu'on a l'université à 2 pas de tram ou de vélo, c'est sûr qu'on a du mal à se dire la filière que je choisis, elle est à Besançon ou elle est à La Rochelle, et là il faut que je me déplace. Donc c'est compliqué. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment donner à chacun le maximum d'outils pour réussir sa formation. Et je dirais aussi, puisqu'on est dans les 18-30 ans, aussi de réussir un bout de sa vie. Parce qu'on a vu pendant le Covid, par exemple, qu'un étudiant ou une étudiante, c'est quoi? C'est un jeune qui va faire des études, mais qui vient aussi vivre avec d'autres jeunes. On a la chance à Strasbourg d'être une université internationale, cosmopolite. 20% des étudiants ne sont pas français, 50% des docteurs ne sont pas français. Donc il y a un désir de vivre le cinoche, le théâtre, le bistrot, les sorties. C'est ça aussi la vie étudiante. Et donc ça fait partie de ce qu'on doit offrir, d'où la nécessité avec la ville, avec la métropole, avec la région, d'avoir des conditions d'accueil décentes. On a un problème aujourd'hui de santé mentale des étudiants. Certains sont fatigués, sont loin, sont seuls. Donc c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, le parcours initiatique d'un jeune, il va jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, beaucoup de psy nous disent que l'adolescence se termine à 30 ans aujourd'hui, parce que les études sont plus longues, donc les hésitations, la recherche de soi, les échecs aussi sont plus nombreux. Et tu vois, tu as utilisé aussi un mot, c'est un point important que tu as mentionné, auquel je m'apprêtais à venir, c'est donc l'occasion de faire cette transition. Voilà. Donc, cher deuxième petit arrêt technique, ça a des choses qui arrivent. En espérant que l'adage sera démenti, jamais 203. Donc, tu parlais aussi de cette dimension sociale et de l'aide qu'on peut envisager ou qu'on devrait envisager pour que les jeunes qui étudient eh bien, ne soient pas entravés par la recherche de revenus d'appoint pour pouvoir avoir le temps d'étudier, parce que ça coûte de l'argent évidemment. Pour certains, c'est même pas un appoint. Pour certains, c'est vraiment le minimum vital pour payer sa chambre, pour payer de quoi manger. On voit par exemple depuis le Covid qu'il y a l'opération pour les boursiers repas à 1 euro au Crous. Il y a des files d'attente sur 200 mètres. On a 35% de boursiers. Là aussi, on parle d'égalité des chances. L'Université de Strasbourg a 35% de boursiers, y compris à Sciences Po et en médecine. C'est un énorme boulot de nos enseignants-chercheurs que de chercher ces jeunes et que de les faire monter au plus haut niveau, mais c'est un coût social. Et là, on n'est pas toujours entendu parce que voilà, il y a plein de bonne volonté derrière, mais si les finances ne suivent pas, donc à terme, la précarité étudiante sera pour nous un ardent sujet de collaboration. Ça se passe très bien avec l'Eurométropole, avec la ville, avec la région, le département. Et il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure, les uns et les autres. Et notamment en collaboration avec l'État alors. C'est quand même l'État qui est notre employeur. Les universités sont des universités de service public. Et même si l'État ne peut pas tout, ne doit pas tout, là, en l'occurrence, ce dont nous avons pris conscience pendant la crise sanitaire, c'est vraiment cette nécessité d'avoir des étudiants en bonne santé. La bonne santé, c'est pas seulement avoir de bonnes dents et une bonne digestion, c'est aussi d'avoir une santé psychique qui
peut inquiéter dans des situations de stress comme on les a. La bonne santé, c'est aussi, merci pour cette précision, la bonne santé, c'est aussi avoir des activités culturelles Oui. qui permettent de forger, de renforcer, d'enrichir la personnalité de chacune et de chacun. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs je le salue au passage, ton adjoint, le vice-président Mathieu Schneider, qui était venu participer à une conversation, a une longue expérience d'action culturelle. Mais est-ce que tu peux avoir la gentillesse, s'il te plaît, de rappeler quels sont les grands axes prioritaires et structurants de la pratique culturelle pour vous à l'UNISTRA? D'abord, nous avons été pionniers en France et nous le restons sur, par exemple, un dispositif qui s'appelle la carte culture, hein, qui associe là aussi l'État, région, la ville et 80 institutions culturelles pour donner, dont le lycée, pour donner aux jeunes le goût du théâtre, du cinéma, etc. Donc ça, c'est un dispositif dont nous sommes très fiers, mais l'Université de Strasbourg est marquée par le fait qu'elle a énormément de formation dans le domaine de la culture. Voilà. Ici, il y a notre réalisateur qui est issu des filières artistiques. Nous avons à Strasbourg, ça c'est aussi notre culture allemande, une grande tradition de scène musicale, opératique, théâtrale. Nous avons une tradition depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des villes de France qui consacre le plus d'argent à la culture. Donc je pense qu'on est là dans un ensemble culturel et beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent, sont assez, je dirais, presque un peu noyés dans l'offre culturelle. Nous avons 350 actions culturelles à l'université par an. Ça va du petit théâtre de poche au concert de philharmonique. Et pour nous, c'est absolument déterminant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les étudiants de sciences humaines ne sont pas les seuls à pratiquer la culture. Les médecins, les juristes, on les retrouve à l'opéra, on les retrouve au concert. Et quand on dit culture, c'est vraiment, y compris les scènes de rock, les scènes de jazz. C'est pas, souvent, quand on dit culture, on a ce côté un peu poussiéreux, un peu Jack Lang, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est l'opéra, c'est le théâtre. Non, c'est les pratiques culturelles, y compris le théâtre de rue, y compris tous les festivals que nous avons, les marionnettes, etc. Donc, Strasbourg a une pléthore de propositions, mais là aussi, probablement, on a besoin de relais. Après, c'est vrai qu'Alain Béretz, mon prédécesseur, a souhaité, quand il est devenu président de l'UNISTRA, le premier, il y a 12 ans, d'avoir à ses côtés un vice-président de plein droit qui consacre l'ensemble de son activité au lien entre culture, sciences et société. Et les trois mots sont importants. Parce que pour nous, nous sommes aussi des acteurs culturels. Quand nos scientifiques font des conférences, on disait autrefois de vulgarisation, etc., nous redonnons à la société qui nous embauche les résultats de la science. On l'a bien vu pendant la Covid, par exemple, c'est très important que nos chercheurs, nos chercheuses aillent vers le grand public, le rencontrent, parfois au cœur de polémiques, hein, on le sait, ce n'est pas toujours évident, mais nous devons aussi avoir, par rapport à la société, cette restitution de l'argent que l'État y met, c'est le contribuable. De même, nous avons des liens extrêmement importants entre la société, l'école et l'université. Par exemple, tout ce qui est autour du jardin des sciences, le planétarium qui est en train de se construire. Là aussi, nous pensons que la culture, la science, ça doit commencer avec les gamins, les écoles. Donc il faut que les professeurs des écoles aient de l'appétit pour les emmener découvrir la science et la culture. Il faut que les petites de tous nos quartiers aient accès à la culture et à la science. C'est très facile quand on est enfant de cadre supérieur, c'est beaucoup plus difficile quand on est de milieu défavorisé. Donc pour nous, c'est une vraie militance. La culture est pour nous, on est des cultureux militants. Et alors, si je puis me permettre, la carte culture, ça représente ces deux questions sur le nerf de la guerre, qui est l'argent. Ça représente un coût de combien pour l'université? Quel est votre budget global? Alors, le budget global de la carte culture par an, et donc la carte culture, je rappelle, hein, c'est la première année, elle est gratuite pour les étudiants, hein, donc, et ce qui donne des réductions plus importantes encore que la carte étudiante tout court. Et puis ensuite, la deuxième année, on acquitte une toute petite somme de 9 ou 15 euros. Voilà, donc c'est modique. Le dispositif, en gros, c'est tout le monde y met de sa poche. Hein. C'est-à-dire que l'université met une part, mais aussi
les acteurs culturels, puisque quand un cinéma fait une réduction spéciale à un étudiant, il prend sur son budget, donc il met aussi de l'argent. Donc C'est le du tour manque de à gagner, table. disons. Oui, alors c'est de la gratuité au sens mais qui se paye. Oui. Et donc on est à un tour de table autour de 150 000 euros, quand même. Voilà. Mais donc ça, c'est un dispositif, en fait, je vais le dire gentiment, intéressé, puisqu'on a tout un intérêt à ce que le théâtre, l'opéra, le cinéma attirent des jeunes au-delà de l'année de la gratuité. On gagne le match quand l'étudiant revient en deuxième année et achète la carte culturelle. Ça, c'est gagné. Je pense que je n'ai pas fait de statistiques, mais je pense que 90% des étudiants achètent la carte culturelle. Et beaucoup d'étudiants internationaux sont assez impressionnés par l'offre, y compris, qui l'eût cru, les Allemands et les Américains. Parce que d'abord, la culture subventionnée aux États-Unis, ça n'existe pratiquement pas. Mais même les Allemands nous disent que ce soit l'offre sportive ou l'offre culturelle, ils sont souvent assez impressionnés. Alors que, quand même, l'Allemagne et les universités allemandes ont quand même une grande tradition, mais moins avec les institutions. Donc 150 000 euros, le coût pour l'UNISTRA de la carte culture, une expérimentation qui est pilote, comme tu as bien qui est restée pilote. Je crois que après les régions et les départements ont essayé de faire la même chose. Mais vu le nombre de partenariats et puis la confiance qu'on lui fait depuis des années, on est, à mon avis, on ne cherche pas à être unique en France, mais je rappelle quand même que le signateur pour l'État, c'est le préfet lui-même, hein, c'est la DRAC. Donc on a des partenaires qui nous font confiance. Tout le monde sait que des jeunes qui ont accès à la culture, c'est aussi des gens qui construisent une société. Hein. C'est aussi des gens qui je l'espère, vivent ensemble mieux que ce n'est pas. Alors, la culture, c'est des pratiques culturelles. Ouais. Je déteste le mot consommation culturelle parce que c'est vraiment, d'abord, ça induit un modèle qui n'est pas le modèle d'un citoyen, mais d'un consommateur, donc d'une certaine forme d'égoïsme et d'absence de participation à la défense de valeurs communes qui sont la condition du vivre ensemble. Et d'autre part, c'est aussi une espèce de narcissisme individualiste qui cherche la facilité et qui fuit les responsabilités. Or, la liberté, ça signifie avoir des droits parce qu'on respecte un certain nombre d'obligations. Alors, encore une fois, il ne faut pas parler des jeunes parce qu'il y a un jeune, c'est un jeune, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est classé définitivement. Je pense qu'il y a parmi les étudiants et étudiantes des gens qui sont dans la consommation. C'est familial, ça leur est propre ou pas. Il y en a qui découvrent. Là, je le dis encore une fois, le pari, c'est de faire découvrir, c'est d'ouvrir. Je me souviens quand je m'occupais avant Mathieu Schneider de la carte culture, il y a 15 ans, on a fait un premier sondage sur les pratiques culturelles des étudiants. Et alors, on a fait ça par téléphone, 1500, pas des 1500 jeunes qui avaient la carte culture. Et quand on leur a demandé quelles étaient leurs pratiques culturelles, aucun ne parlait du cinéma ni des concerts de rock. Pour eux, ce n'était pas de la culture. Alors, les Messies, justement, pratique culturelle, c'est le cinéma et aussi. Même la guinguette où tu vas aller danser. Et donc, on a parfois tout simplement de la culture une vision très restrictive. Après, consommation, je ne sais pas, il faudrait. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Quand tout à l'heure tu disais que notre réalisateur pourrait faire du Eisenstein avec son iPhone, ce qui a changé, c'est quand même que beaucoup aujourd'hui ont des pratiques culturelles très faciles liées à YouTube, liées aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est un jeune qui zappe sur YouTube, un jeune qui fait un selfie, qui va sur Instagram. Moi, j'ai vu des choses sur Instagram absolument fascinantes de gens qui ont la vista, qui ont un regard de photographe, de cinéaste, de peintre. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je ne suis pas de ceux qui fustigent les réseaux sociaux. C'est comme la langue des Op. Hein. La langue, c'est terrible et bien. Moi, je trouve qu'il y a des choses formidables qui se font. Bon, bah, c'est pas ma culture, c'est pas mon truc, mais je vois autour des jeunes qu'il y a dans ma famille, ils s'approprient ces éléments culturels comme nous, probablement, nous nous approprions les nôtres. Le cinéma d'art et d'essai, c'est un peu fini. Le théâtre que moi je faisais au lycée, à l'école ou dans mon cercle de patronage à la paroisse, c'est fini. Je ne pense pas qu'il faille dire que les jeunes sont moins culturels, moins ouverts. C'est d'autres formes de culture. Et je dirais même que dans les revendications qu'aujourd'hui on a
chez des jeunes diplômés, c'est qu'ils ne veulent plus que le boulot bouffe toute leur vie. Ça, c'était ma génération. Ils veulent quoi faire? Il faut avoir du temps pour vivre. Et quand on leur dit du temps pour vivre, il n'y a jamais eu autant de gens dans les musées, par exemple. Les musées sont devenus les nouvelles églises. Avant la crise sanitaire, parce que maintenant... Ouais, mais ça va revenir. Oui. Même les cinémas qui étaient un peu timides, ça revient. Oui. Parce que les gens ont envie de partager. J'ai une anecdote sur le combat continuel qu'il faut avoir pour la culture. Il y a actuellement une très belle exposition sur un peintre alsacien, Jean-Jacques Henner, qui n'est pas le moindre, qui a beaucoup d'amour pour la gente féminine et dans la grande tradition du nu académique. Et le catalogue de son exposition, c'est une Marie-Madeleine, une sainte, qui est simplement seins nus. Eh bien, Facebook a interdit, sous prétexte que revue à contenu sexuel explicite. C'est l'inculture la plus totale, c'est-à-dire de mélanger le tableau de Henner avec un compte, alors que le gamin qui va sur un site porno, Facebook s'en fout. Donc on a une inculture du politiquement correct qui est très impressionnante. Aujourd'hui, on a une police de la pensée qui vient des GAFA et qui vient surtout des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire que clairement, les États-Unis, c'est à ce niveau-là le pays le plus hypocrite du monde. Hein. Cacher ce sein que je ne saurais voir, il n'y a pas moins de turpitude aux États-Unis que chez nous. Donc on a... c'est le Seigneur qui l'a créé. Oui, la culture reste un lieu de lutte pour la liberté, mais aussi pour l'intelligence. Pour l'intelligence. C'est exactement la même chose, j'extrapole actuellement le phénomène Éric Zemmour. C'est très intéressant. Pourquoi il fascine plus que Mme Le Pen? Parce que Zemmour, il a un récit national. On est d'accord ou pas? Il raconte beaucoup de conneries sur l'histoire. Hein. Il trafique l'histoire, comme beaucoup d'ailleurs. Mais les gens ont besoin d'un récit où ils retrouvent un certain nombre d'éléments qu'ils peuvent s'appréhender. Et ça, je dirais que l'université est là pour faire vivre ça. Donc la culture, pour nous, c'est vraiment plus qu'une consommation, que le petit truc sympa pour décorer. C'est vraiment pour nous une manière d'être au monde, clairement. Pour revenir à cette histoire de Facebook, je pense que c'est aussi les limites d'une application absurde et bête des algorithmes. Je vais te donner. Oui, c'est l'algorithme qui a fait ça. Oui. Nous avons fait, nous, pour YouTube, une suggestion cinéphilique sur James Bond et sur Dr. James Bond et Dr. No. Et c'est le film où apparaît Sortie des eaux, telle Vénus, oui. L'actrice d'origine suisse, dont j'ai oublié maintenant le nom, de petite taille, qui est en bikini. Eh bien, on a mis cette photo de James Bond avec Ursula Andress en bikini. YouTube a refusé pour cause de caractère pornographique de cette miniature. C'est une photo qui est célèbre, mais comme elle a couleur chair, le bikini, il a une couleur chair, donc l'algorithme a appliqué bêtement ce qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle, c'est plutôt l'application. Et pendant ce temps-là, les gamins qu'on veut préserver vont sur des sites pornographiques où ils voient une sexualité avilissante, notamment pour les femmes. Et donc, c'est l'hypocrisie totale de ces GAFA qui. Et l'UIAC, là aussi, pour apprendre à des jeunes de regarder ce monde des médias de manière critique, ne pas se faire avoir par le politiquement correct. Voilà. Et donc je disais qu'il y a les pratiques culturelles de salon, à domicile en quelque sorte, individuelles, très bien, ça serait idiot de vouloir les empêcher. Et il y a aussi les pratiques culturelles collectives qui constituent un lien social. Le cinéma, le théâtre, l'opéra, les musées, les arts du spectacle en général, etc. Et de ce point de vue-là, les cinémas sont importants. Et comme on est dans un cinéma qui est un des 6 plus anciens du monde, que tu connais, que tu as même connu enfant. Oui, oui. Voilà. Avant de te demander à titre personnel quel est ton rapport personnel vécu avec le cinéma, donc je veux saluer le fait qu'on a déjà une tradition de coopération avec l'UNISRA, que nous avons des perspectives. Tout à fait. De ce point de vue-là, si tu as d'autres choses à dire. Encore une fois, je pense que
je ne sais pas si c'est typiquement français, mais un Français est par définition cinéphile. C'est quand même un des grands pays du cinéma, veuille ou non. Moi, j'ai un rapport très éclectique au cinéma. D'abord, moi, j'ai participé à, notamment, il y a 30 ans, lorsqu'il y avait encore le festival des films du droit de l'homme. J'avais été dans le jury, au titre, parce qu'on décernait un prix œcuménique à l'époque. J'ai beaucoup aimé ça. Pour moi, le cinéma est. J'habite au-dessus d'un cinéma, j'habite au-dessus de l'UGC. Donc, si jamais je m'ennuie, je prends l'ascenseur et j'y vais. Moi, je suis très éclectique, très éclectique, mais je dois dire que les, ce qui m'a, moi, le plus touché, ce qui me touche quand même le plus, alors que c'est pas du tout ma culture, ce sont les grands maîtres français, que ce soit Renoir Duvivier par exemple. Je suis toujours impressionné par la plastique de ces films. Pour moi, Hôtel du Nord, Le Soleil se lève, qui est un peu moins connu, avec Gabin. Pour moi, Le Soleil se lève, c'est un film mythique. Le jour se lève. Le jour se lève, pardon. Pour moi, voilà. Après, je suis cinéphile, malheureusement pas assez de temps, et il est vrai que les tablettes, je dois avouer que je regarde des films sur ma tablette, mais ça n'est pas la même chose, je le disais, le rapport social. Même le bruit du corps qui parfois m'énerve, c'est quand même sympathique par rapport au côté un peu solitaire de la petite tablette, même du grand écran qu'on a chez soi, ça n'est pas pareil. Et je pense honnêtement que le cinéma est un média qui particulièrement suscite le débat. Moi, ce qui me frappe, quels sont les lieux où aujourd'hui des gens très différents causent encore du sens de la vie du monde. Si on est à une sortie de Cinoche, on va boire un coup, les gens parlent du film. Alors, ce qui est extraordinaire, on n'a jamais vu le même film. C'est ça qui est magnifique. Et puis souvent, les gens. Du même film. Ouais, voilà, et ils parlent du sujet. Par exemple, je suis frappé d'entendre les commentaires sur les Illusions perdues, qui est une de ces grandes fresques que les Français avaient fait. Les gens découvrent Balzac et découvrent ce qu'est l'ambition. Et ils causent, j'ai entendu des gens causer de leur boulot après la sortie du Cinoche. Ils ont dit, mais toi au boulot, au fond. Voilà. Donc c'est ça qui est l'intérêt du cinéma, et que c'est un lieu de discussion. Et ici, à l'Odyssée particulièrement. Et on fait 262 projections de débat avant la crise sanitaire. Ouais. Et donc, tout de suite après la projection de film dans la salle, il y a l'occasion, et il y a eu beaucoup, 90% des présents, en général, restent pour le débat, qui dure une demi-heure à 40 minutes, et qui met 262 par an sur 365 jours. Tu conviendras que c'est pas mal. J'étais venu à titre d'expert il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu ce film trash là, sur la passion de Jésus-Christ, là, qui a suscité l'émoi du monde entier. C'était plein. Et on voyait bien que les gens ont envie de causer, de débattre. Et je pense que ça ne se fait pas au théâtre, ça ne se fait pas à l'opéra. C'est une des caractéristiques du cinéma. J'ai aujourd'hui des étudiants qui me demandent de refaire un ciné-club. Chose complètement oubliée par les jeunes générations, mais le goût du ciné-club revient. Donc, nous sommes à ta disposition. C'est vraiment étonnant, et je suis très content que l'industrie du cinéma, malgré les aléas, les questions d'argent, se poursuive. Donc nous sommes, en tout cas, je voudrais juste qu'on dise 2 mots sur la coopération déjà existante et sur les perspectives de coopération dont nous avons débattu récemment, ensemble, entre l'UNISTRA et l'Odyssée. Nous avons déjà des collaborations. Moi, j'avais co-organisé il y a 4-5 ans avec mon équipe de recherche les voiles de la laïcité, sur les questions justement de l'islam, de la société française. Nous avons une filière donc de formation cinéma, art, et nous avons des prix. Nous avons notamment un prix de littérature, nous primons tous les ans 5 ou 6 étudiants, ce qu'on appelle le prix Louise Weiss. Et ce que nous souhaitons, c'est d'étendre ça au cinéma, c'est-à-dire
d'avoir un prix conjoint au lycée de Strasbourg pour promouvoir à la fois la réalisation, la création cinématographique et le goût pour les étudiants et les étudiantes de la salle de cinéma. Et ça, c'est la perspective pour notre C'est une projet. perspective pour 2022. Voilà, Europe, comment ça s'appelle? Cinéma d'Europe sans frontières. Voilà. Et on est vraiment, on a oublié de dire Strasbourg est une université européenne, et donc on est vraiment la place to be pour faire ça. Alors, on arrive doucement vers la fin. Moi, je voudrais te poser une question personnelle, si tu m'y autorises. Est-ce que tu te souviens de ta première projection dans une salle de cinéma? Je pense que c'était Ouais. le siècle dernier. Oh oui. Voilà, comme pour moi d'ailleurs. Et quel est le film qui, enfant, t'a le plus marqué? Alors, c'est peut-être pas le meilleur. Il se trouve que j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Neudorf. Et il y avait, quand j'étais gamin, du Polygone, donc je parle il y a 55, 55 ans, il y avait un cinéma qui s'appelait le Scala. Et à l'époque, il y avait encore des places debout. On fumait. Ah oui, derrière, il y avait des places debout. On fumait, il y avait des strapontins en bois. Et je me souviens, c'était John Wayne. C'était Fort Alamo. Voilà, bon, pour moi, c'est mon cinéma paralysoire. C'est mon souvenir. Salle enfumée, des micos fondus parce que l'ouvreuse, à force de faire le tour, ça fondait. Ça se coûtait 25 centimes dimanche après-midi. 25 voilà. centimes de francs. De francs, oui. Alors bon, pour 25 centimes, on avait quand même 2 croissants. Donc pour moi, c'est un souvenir d'odeur, de musique, de volume de fumée. De volume de fumée et de bobines qu'il fallait changer quand elles ne brûlaient pas parfois. Voilà, donc avec ma sœur et notre frère, on allait au cinéma parce qu'on n'habitait pas loin et que soit on allait au foot, soit on allait à Scala. Et donc, pour moi, c'est un souvenir ému. Et puis, je venais ici avec ma grand-mère dans ce cinéma parce qu'il y avait ce qu'on appelait. L'UT à l'époque. l'UT, il y avait le Heimat Film, il y avait des films genre Heidi, les Sissi d'avant, Freddy, voilà. Et ça, c'était aussi la culture alsacienne de nos grands-mères qui avaient connu l'époque allemande et qui est resté un peu nostalgique de ce cinéma. Et aujourd'hui, maintenant que tu n'es plus un enfant, même si on a tous. Je voudrais le redevenir. Voilà. Quel est le ou les 2-3 films qui sont tes préférences à toi? Alors, actuellement, si ça se décante, il y a par exemple un film disons un cinéma que je découvre, que je détestais à une époque, c'est Tarantino par exemple. Je découvre la puissance narrative de ce cinéaste. Je suis impressionné. Après, je suis probablement le cinéaste auquel je suis plus fidèle. Enfin, il y en a deux. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est Tarkovsky, parce qu'il a, dans ma réflexion théologique, j'ai été assez marqué par son film sur Rublev et le sacrifice. Et puis après, moi, il y a un cinéaste que je vénère, y compris dans ses navets, c'est Scorsese. Pour moi, c'est pas du tout, je suis ni new-yorkais ni italien, mais moi, Scorsese, c'est le cinéma à vif, c'est le cinéma généreux, avec des personnages méchants, mais qu'on adore. Enfin, moi, je suis un grand fan de Scorsese. Je suis moins cinéma français. C'est pas du tout par goût, mais voilà, j'aime beaucoup aussi ce que font certains Canadiens. Voilà, je reste attaché aussi à Bergman, clairement. Voilà. Donc mes références ne sont pas forcément très contemporaines. Après, je vais toujours voir Woody Allen, même s'ils ne sont pas très bons toujours. Si je j'ai toujours voulu savoir sur le sexe. Ouais, mais même celui sur Paris qui était moins réussi, ça garde son charme. Voilà. Donc voilà. Et moi, voilà, Tarantino, Scorsese, et puis les vieux français. Ah oui. Et puis le vieux cinéma français. Ça me marque. Ben voilà quelle belle cinémathèque personnelle. J'ai l'histoire du cinéma, les 2 volumes de Scorsese là qu'il a fait qui est magnifique. Je regarde ça avec beaucoup d'appétit, de tendresse. Alors écoute, avant de te demander de dire le mot de la fin et de te remercier,
Je voudrais juste rappeler que je retiens ce que tu as dit, cette volonté de coopérer, de renforcer la coopération Unistra-Odyssée à travers un ciné-club étudiant. Par exemple, On a déjà avec Sciences Po et plusieurs associations étudiantes de différentes facultés de Strasbourg. Je te remercie de confirmer ce projet de coopération en 2022 pour un prix, votre participation à un prix Unistra dans le cadre notamment ou plus particulièrement de Cinéma d'Europe sans frontières, qui est notre grand projet pour 2022. Et je me permets de te proposer, puisque tu as une cinémathèque personnelle qui est tellement de qualité, à mon avis, de faire une soirée carte blanche à Michel Denecken, à l'Odyssée. Ah, ça, et c'est tu ça, choisis le film, on le trouve, et puis on fait un petit débat Ah oui. à chaud, C'est immédiatement. le après la film qui va être projection. ici. C'est le film. Devine si tu peux, choisis si tu l'oses, dit le vieil adage grec, Oui, de l'Antiquité grecque. Tout va. Donc, Oui. Très bien. pour 2022, si tu es Oui, d'accord. très aussi. volontiers. Très volontiers. Et je te laisse le mot de la fin, après t'avoir 1000 fois remercié. Non, mais moi je suis très content d'être ici. Encore une fois, Strasbourg est une ville, après chacune a son charme, et moi, c'est ma ville natale, probablement aussi ma dernière demeure. Non, mais le plus tard possible. Mais j'aime beaucoup cette ville justement parce que il y a ce côté peut-être qu'on nous prête de conservateur, un peu mitigé, un peu modéré. Mais en même temps, il y a une vie culturelle d'une intensité incroyable. Et Grâce aux étudiants aussi, à bah, l'université. que serait Strasbourg sans ces 60 000 étudiants? Une ville plus. Je pense qu'on serait une ville dortoir, Ouais. sympathique petit musée pour Noël, mais parce que ces étudiants, c'est aussi la recherche qu'il y a derrière, c'est l'économie qui va avec, et c'est la culture. Une ville étudiante est toujours une ville bouillonnante. Toujours. Eh bien, merci beaucoup, cher Michel. Michel Denecken, président de l'UNISTRA, et Merci. à très très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.